Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Espace de travail. Aujourd'hui, on va parler d'un métier méconnu, celui de cordiste. Alors, c'est un terme qui n'est pas très fréquent. Moi-même, j'ignorais ce que ça recouvrait il y a encore quelques mois. En fait, c'est un métier dangereux. Ce sont des ouvriers qui sont chargés des travaux en hauteur, souvent au bout d'une corde. Donc ils travaillent le long de façades, dans des cheminées d'usines, dans des silos. Et malheureusement, c'est un métier qui occasionne beaucoup d'accidents du travail et de nombreuses morts. Donc je vais en parler avec Éric Louis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un des fondateurs de l'association Cordistes en colère, Cordistes solidaires. Voilà, c'est ça. Et vous avez écrit plusieurs courts récits très percutants qui racontent ce que c'est ce métier. Donc en 2016, Casser du sucre à la pioche. J'aime beaucoup ce titre. En 2018, On a perdu Quentin. Vous racontez malheureusement une mort accidentelle dans un silo dont on va parler. Et puis tout récemment, un autre petit livre qui s'appelle Chroniques sur corde. Donc édité par votre association, qui est un recueil de chroniques où vous racontez le quotidien de ce que c'est un ouvrier qui travaille comme ça sur une corde ou en hauteur, dans des conditions même assez extrêmes et parfois aussi la vie qui va autour et qui n'est pas forcément simple. Donc je vous remercie beaucoup d'être là. On va essayer de faire un petit peu le tour de ce que c'est ce métier. Et je veux commencer par une question simple, c'est pourquoi vous avez fondé cette association, les Cordistes en colère ? Alors pourquoi on a fondé cette association ? C'est assez simple. Il y a un élément déclencheur qui est l'accident de Quentin, la mort de Quentin le 21 juin 2017. C'est un chantier sur lequel moi j'étais. À partir de là, c'est un accident qui a suscité l'émoi pour plein de raisons. Et à la suite de cet accident, quelques mois après, on a organisé un rassemblement de cordistes sur le parking de l'usine dans laquelle c'était arrivé. Et puis à partir de là, on s'est rencontrés, on s'est fédérés autour d'autre chose que le boulot, que le chantier. Et là, c'était cette problématique du décès et de l'accidentologie dans ce métier. Et ensuite, on a décidé d'accompagner la mère de Quentin dans son combat judiciaire autour de la mort de son fils. Et donc, la naissance de l'association, elle démarre de là. Elle démarre de là, comme une simple association de défense de victimes, etc. Et très, très vite, comme il n'y avait pas de représentation salariale dans ce métier, on a décidé d'élargir les statuts et les prérogatives de cette association à la défense des ouvriers dans les conflits, des ouvriers cordistes dans les conflits, pour intervenir auprès des instances du métier pour faire évoluer ce métier qui, en définitive, on verra peut-être après, n'en est pas un. Ouais. Et là, ce bouquin, c'est le quatrième axe de l'association, c'est de faire un peu de l'éducation populaire, de l'éducation des ouvriers pour les gens, mais qui vient directement des ouvriers, sans filtre, sans médiateur, pour montrer ce que c'est que le métier de cordiste et toutes les problématiques qui vont autour. Donc voilà un peu la jeunesse de l'association. D'accord. Vous parlez, je vais détailler un tout petit peu, vous parlez du décès de Quentin. Donc Quentin, c'est Quentin Zaraoui Brua, voilà. Qui est effectivement mort le 21 juin 2017, à 21 ans, dans un silo à Bazancourt dans la Marne. Donc c'est un silo qui appartient à Cristanol. Cristanol est une filiale du géant du sucre, Cristal Union, qui exploite les marques que vous connaissez sans doute comme Daddy ou Erstein. C'est vrai que c'est vraiment frappant. Pourquoi ? Parce que sur le même lieu, à Bazancourt, il y avait déjà eu 2 morts de cordistes dans des silos aussi, le 13 mars 2012. Arthur Bertelli, 23 ans, et Vincent Dequin, 33 ans. Pour ces 2 morts-là, le procès a eu lieu. Il y a eu une condamnation de l'entreprise Cristanol et du sous-traitant qui employait les cordistes. 15 000 € d'amende pour chacune des entreprises et 6 mois de prison avec sursis. Donc assez faible quand même comme jugement. Et le procès pour le décès de Quentin a eu lieu également, mais là on tourne mi-novembre et le verdict est attendu pour le 6 décembre. Alors sur ce procès-là, vous avez écrit, vous avez aussi un blog sur Mediapart, et vous avez écrit que c'était un procès inique, quoi. Un grand moment d'iniquité, avez-vous écrit. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi ? Bien sûr, bien sûr. Alors, là, on peut considérer que les réquisitions contre Cara et Cristal Union dans l'accident de 2012 sont pas emblématiques de ce qu'on peut attendre après la mort de 2 ouvriers. Mais il y a quand même eu ces peines qui ont été prononcées, même si les parties ont fait appel. Il faut bien entendre on parle de première instance. Après 7 ans d'instruction, on a une première audience. Les peines qui sont pas forcément emblématiques de ce que ça peut représenter, mais ces entreprises font appel, prolongeant
la peine et la galère des proches de ces victimes encore pour quelques années. Mais là, ce à quoi on a assisté le 4 octobre, c'est une parodie totale de procès. Il faut savoir que d'une part, Cristal Union, les silos pour lesquels Quentin est mort, Cristal Union n'a pas été cité à comparaître par le parquet de Reims. Donc ils ne sont pas poursuivis. Ils ne sont pas poursuivis pénalement. Pénalement, ils ne seront pas poursuivis dans cette affaire, dans la mort de Quentin. Malgré les 5 infractions relevées à l'encontre du Code du travail pour la société Cristal Union. Seule a été citée à comparaître l'entreprise ETH, l'entreprise dans laquelle on travaillait, puisque moi j'étais avec Quentin sur ce chantier. Ouais. Il était de l'équipe du matin, j'étais de l'équipe de l'après-midi. Et seule ETH, une PME d'une quinzaine de salariés, a été citée à comparaître. Et on sait pourquoi ? L'inspectrice du travail, à l'encontre d'ETH, avait relevé 4 infractions. Okay. Le parquet a retenu une seule infraction qui tourne autour du manque de formation et du manque d'information. Donc la réquisition à l'encontre de TH est tombée à l'issue de cette audience. Et effectivement, elle est à l'aune de cette unique infraction retenue par le parquet. Donc ETH, la réquisition contre TH, c'est 10 000 € d'amende avec sursis. Donc voilà le bilan d'un ouvrier mort au travail dans des conditions en plus complètement affreuses, enseveli dans de la matière, dans un silo complètement noir, empoussiéré, etc. C'est 10 000 € d'amende avec sursis pour une entreprise. Et l'entreprise Cristal Union, qui est un des acteurs majeurs économiques de la région, n'est même pas citée à comparaître. Oui, c'est vrai que c'est frappant. Il faut raconter ce que c'est ce métier, quelle était la mission que vous effectuiez là-bas pour voir un peu ce que c'est ce travail, quoi. Donc vous, Éric Louis, et puis Quentin, Zaroui Brua et d'autres faisaient. Vous étiez employé pour quoi ? Vous descendiez dans les silos avec des cordes ? Alors on est censé rentrer dans les silos pour vider ce qui veut pas s'écouler naturellement. Un silo, c'est en l'occurrence les silos de Dresch. C'est un tube de métal de 15 mètres de diamètre, il y en a différentes tailles, mais sur 20-25 mètres de haut, qui est rempli de matière avec des trappes dans le fond. Cette matière, elle s'écoule naturellement par gravité, mais au bout d'un moment, la matière, elle ne veut plus s'écouler parce que la pente naturelle est atteinte et que aussi... Ça reste collé. Voilà, ça se colmate, et aussi il y a des phénomènes de température, de pression de matière, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, qui font que cette matière colmate et il faut aller décolmater cette matière. Et notamment, elle est d'autant plus colmatée, d'autant plus dure l'été, parce qu'il y a une forte chaleur qui s'exerce sur le silo, qui est un silo métallique, avec des refroidissements la nuit, etc. Donc ça fait les écarts de température, la chaleur, l'évaporation de l'humidité dans le produit fait que ça colmate, et on est obligé de descendre dans ces silos pour aller taper à la pioche, à la pelle, à la houe, et quelquefois même au marteau-piqueur pour décolmater cette matière, pour la faire s'écouler. Ouais, voilà ce qu'on était censé faire. Le titre de votre premier recueil, de votre premier récit, Casser du sucre à la pioche. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est très frappant de se dire, aujourd'hui, ces grands silos qu'on voit dans les campagnes françaises un peu partout et beaucoup dans l'est de la France et dans le sud, on descend avec des pioches et des marteaux-piqueurs pour faire s'écouler ce qu'il y a dedans, quoi. Je pense que c'est pas, on le sait pas, donc c'est important de le raconter. Et donc, et les accidents dans ces silos arrive quand quelqu'un ouvre la trappe en bas et que il y a des gens dedans et qui se font apporter par des éboulements, par exemple. Ça, c'est ce qui s'est passé en 2012. Voilà. L'accident arrive quand il y a une faille dans les opérations, une faille dans le plan de prévention, et quand il y a contravention par rapport au Code du travail. Dans tous les accidents qu'on a recensés dans l'association, il y a forcément un ou plusieurs éléments concordants qui font qu'on arrive à l'accident et qui fait qu'on arrive à l'accident mortel dans le cas des cordistes, parce qu'on est dans des conditions, soit on est en hauteur, soit on est à flanc de falaise, soit on est au fond d'un silo, avec tout ce que ça peut représenter comme danger. Donc évidemment, l'accident est tout de suite un accident grave et quelquefois, trop souvent, un accident mortel. Mais c'est toujours, il y a toujours une faille dans le système qui fait que quelque chose n'a pas été respecté, soit par le donneur d'ordre, en l'occurrence Cristal Union, soit par la société qui nous emploie, qui était à l'époque ETH, mais il y a forcément quelque chose, même plusieurs faits qui n'ont pas été respectés et qui font qu'on arrive à cet accident, systématiquement.
Vous avez commencé à recenser des accidents. Vous savez combien alors d'abord, peut-être on peut demander combien il y a de cordistes en France, d'ouvriers cordistes à peu près, et puis combien d'accidents. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la proportion? Les derniers chiffres concernant les cordistes qui viennent des instances patronales qui gèrent le métier, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que des instances patronales qui gèrent ce métier. Il n'y a pas de représentation des salariés. Alors, on est là pour ça, mais jusqu'alors, il y en avait pas, Ouais. ou alors vraiment de manière très, très, très parcellaire et très infime. Et les instances patronales qui font ce recensement. On serait à 10 000 cordistes aujourd'hui en France. Alors, il n'y a pas de recensement proprement dit des cordistes au niveau des accidents du travail. Le taux d'accidentologie n'est pas connu parce que ce métier, qui n'est pas un métier, n'est pas reconnu comme un métier en soi. Voilà, il n'a pas de code APE. Il n'y a pas de code APE appliqué au métier de cordiste. Alors, le code APE, c'est la numérotation administrative pour désigner une profession. Je résume. Voilà, c'est l'activité principale de l'entreprise. Ce code APE n'existe pas, il n'y a pas de convention collective. Donc au niveau de la CPM, au niveau de la CARSAT, il n'y a pas de recensement des accidents. Si on travaille dans une entreprise qui fait du bâtiment, on est recensé en accidentologie dans le bâtiment. Si on est en intérim, dans les boîtes d'intérim, mais ce recensement n'est pas fait. Et donc, a fortiori, il n'est pas fait pour les morts qui concernent ce métier. Et on imagine bien que ce n'est pas le patronat qui va faire, entre guillemets, la publicité du nombre de morts qu'il y a tous les ans sur les chantiers, bien évidemment. Donc ce chiffre, jusqu'à ce qu'on s'empare de cette problématique, n'était pas connu. Et aujourd'hui, nous, on a un recensement qui n'est peut-être pas exhaustif, qu'on fait remonter jusqu'à 2006, la date du premier accident mortel qu'on a recensé. Et aujourd'hui, on en est à 23 morts depuis 2006 dans ce métier pour 10 000 travailleurs. Oui, si j'applique ce taux à l'éducation nationale, qui compte 1 million de salariés, dans le même laps de temps, on est à 2300 morts. Donc c'est pour montrer une proportion très forte. Quoi. Une très, 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 très forte mortalité dans ce métier. Ouais. Okay. Peut-être vous pouvez nous raconter ce que vous décrivez un peu dans votre livre, c'est-à-dire c'est quoi ce métier, qu'est-ce que vous faites comme mission? Si vous allez d'une boîte d'intérim à une autre ou avec un sous-traitant, c'est quoi les types de métiers? Quand on ne travaille pas dans un silo, on fait quoi quand on est cordiste? Alors, il y a quelques grosses branches. Alors, il faut préciser que le cordiste, en majorité, est en intérim. Il y a plus de 50% des gars qui bossent toute la journée, enfin des gars et des filles, il y a quelques filles, qui sont cordistes, qui travaillent en intérim et pas sur des longues missions. Le contrat d'intérim, il fait une semaine et même des fois, il fait la journée quand on est sur un chantier qui dure une journée. Et un peu partout en France, ça peut... Ah bien sûr, ce que vous racontez dans votre livre, c'est que vous tournez. On est souvent en déplacement. Alors que moi, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi en tant que cordiste. Alors d'une part, je parlais de la précarité. En 2 ans et demi, j'ai signé 109 contrats d'intérim. Au maximum d'une semaine, renouvelable, mais au maximum d'une semaine, quelquefois d'une journée. Et effectivement, j'ai bossé pendant 2 ans et demi exclusivement en déplacement. C'est-à-dire que systématiquement, je partais le lundi matin à 5h, 4h à 5h à 6h en fonction de là où j'allais, et je rentrais le vendredi soir à 19, 20, 22, 23h. Voilà, c'est systématiquement ça. Les cordistes, les 4 grandes activités du cordiste, c'est ce qu'on appelle le TP. C'est-à-dire que les gens qui sont à flanc de montagne, sur les falaises, qui sécurisent, qui posent les filets métalliques, etc., qui viennent sécuriser les pans de falaise, ça c'est le TP, ça c'est du gros boulot, c'est la grosse industrie avec le litroyage, etc., avec des grosses entreprises, des gros effectifs. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'urbain. Les gens qui viennent ici en ville, par exemple, laver les vitres, faire des petites réparations sur les façades, sur les toitures, etc. C'est ce qu'on a un peu en tête quand on voit ce métier-là. Voilà, généralement, c'est la partie la plus visible parce qu'ils sont en ville, on lève la tête, on voit un cordiste et qu'est-ce qu'il fait? Il lave des carreaux, il refait un nez de balcon, il remet un peu de ciment sur la façade. Il y a toute la partie industrie qui se développe de plus en plus. C'est-à-dire que l'industrie, c'est les gars qui vont dans les silos, décolmater les silos. Là, forcément, là, on ne les verra pas. Qui vont dans les fours d'incinération d'ordures ménagères, les fours d'incinération de produits ultimes, par exemple, comme moi j'en ai fait, des huiles, des solvants, etc. Là, dans votre livre, d'ailleurs, vous racontez un épisode assez glaçant, enfin plutôt dans l'inverse, brûlant, où vos semelles fondent quand vous entrez dans un four, tellement il fait chaud. Quoi. Voilà, exactement. Là, c'est les conditions extrêmes dans lesquelles on peut intervenir. Et la 4e grande partie de ce métier, c'est l'événementiel. Les gens qui vont poser des bâches sur les grands stades, le Stade de France, enfin un petit peu partout, on pose des bâches publicitaires. Voilà dans les domaines dans lesquels interviennent les cordistes. Donc autant dire que les cordistes interviennent dans tous les corps de métier, dans tous les domaines, quoi, en gros. L'autre question, c'est comment est-ce qu'on devient cordiste et qui sont ces cordistes? Parce que on se dirait, c'est quoi? C'est des alpinistes qui cherchent du boulot, c'est des gens qui sont là par hasard.
Voilà, quoi. C'est qui la population? Souvent, ils sont pas là par hasard. Mon cas, moi, je parlerai pas de mon cas parce qu'il n'est pas emblématique. Okay. Souvent, on vient à ce métier par le bouche à oreille. C'est très souvent, c'est des gars qui font de l'escalade ou qui font de la spéléo et qui par leur relation au niveau des loisirs, connaissent un gars qui effectivement a fait son métier de cette passion, mais c'est pas vraiment la même chose, quoi. On s'aperçoit que c'est pas vraiment la même chose quand on est cordiste et quand on fait de l'escalade ou quand on fait de la spéléo, même s'il y a un socle, un dénominateur commun qui est le baudrier, la corde, etc. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. La grosse majorité des gens qui arrivent dans ce métier arrivent par ce biais-là, et ce sont souvent des jeunes, évidemment. Parce que c'est les jeunes qui cherchent du boulot aujourd'hui. Ouais. Et que c'est un métier difficile. Voilà, et que c'est un métier difficile qui est physique. Voilà, exactement. Voilà. D'accord. C'est pas un métier qui est reconnu en tant que tel. Est-ce qu'il y a une formation qui est reconnue en tant que telle? Comment est-ce que il y a plusieurs quelles sont les certifications, les assurances que les gens travaillent en sécurité? Il y a plusieurs types de formations. Il y a plusieurs types de formations. Il y a des formations, bien sûr, il faut une formation pour faire ce métier, même si la formation, si on n'est pas obligé d'être diplômé de cette formation, il suffit d'avoir suivi la formation pour être cordiste aujourd'hui. Et donc, il y a ce qui s'appelle le CATS, qui est une formation longue. Il y a ce qu'on appelle le CQP, qui est une formation de 5 semaines. Et il y a ce qu'on appelle l'IRATA, qui est une formation plus internationale. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ça peut être des formations courtes, c'est ce qui veut... C'est systématiquement des formations courtes, effectivement. La formation la plus longue, qui est le CATS, dure quelques mois. Alors moi, je dis toujours, pour former un boulanger, pour faire du pain, il faut faire 3 ans de CAP. Et pour envoyer un mec dans un silo ou sur une façade ou à flanc de falaise, une formation de quelques mois, mais la formation la plus courante, c'est le CQP qui dure 5 semaines. Au bout de 5 semaines, on envoie des gars. Mais ce n'est pas tellement le problème qu'on envoie des gars qui ne sont pas forcément formés sur le long terme et qui ne sont pas forcément expérimentés. Mais c'est qu'on envoie souvent ces gars sans encadrement. C'est ça le souci, sans supervision. Et les problèmes de ce métier viennent de là parce que, en l'occurrence, dans l'accident de Quentin, le jour de l'accident de Quentin, dans l'équipe de Quentin le matin, il n'y avait que des intérimaires. Et personne d'expérimenté. Alors je précise que le site Bastamag et le journaliste Franck Després ont raconté ça. On fait plusieurs enquêtes qui sont très bonnes et qui racontent ça, quoi. C'est le fait qu'en fait il n'y a pas d'encadrement, pas d'expérience, que la sécurité n'est pas franchement assurée, et qu'en plus il y a un peu le côté allez-y les gars, faut aller faire ce boulot si vous êtes des hommes, quoi. Et ça pousse un peu, et ça crée les conditions. Ça crée pas l'accident, mais ça crée les conditions de l'accident. Exactement. Moi, c'est ce que j'appelle la gestion par la testostérone, quoi. Les gars, vous êtes des bonhommes, vous n'allez pas. Nous, on l'a fait avant vous, on avait moins de moyens, et si vous le faites pas, voilà comment ça se passe. Et évidemment, oui, c'est des jeunes, c'est des ouvriers qui ont leur fierté et qui ont besoin de bouffer. Encore une fois, quand un gars il est en fin de mission le vendredi, potentiellement, le mercredi, si jamais il l'ouvre, si jamais il dit j'ai pas envie d'y aller ou ça c'est des conditions de merde, le lundi d'après, il n'est pas repris, quoi. C'est clair. Hein. D'accord. Et c'est dans ce cadre-là que vous avez conclu assez vite, finalement, en vous regroupant, qu'il faut une voix pour faire entendre les gens les salariés, les ouvriers, les gens qui travaillent dans ce domaine-là. Parce qu'il n'y en a pas, donc il n'y a pas beaucoup de syndicats. Alors comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à regrouper des gens ou bien est-ce que c'est des salariés qui sont très autonomes, très individualisés ou individualistes? Ou est-ce que vous arrivez un peu à regrouper les voix, les forces et à commencer à peser? On commence à dire qu'on pèse, ça serait un peu présomptueux parce que l'association n'a pas encore un an d'existence, parce que on est entre 130 et 140 adhérents aujourd'hui. On peut se dire que par rapport aux 10 000 cordistes, c'est une goutte d'eau, mais il faut savoir que jusqu'alors, il y avait aucune organisation salariale qui avait réussi à rassembler autant de personnes. Il y avait quelques cordistes qui étaient syndiqués dans des syndicats, mais qui étaient rattachés à la CGT intérim, par exemple, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de cordistes pour créer une section cordiste. Et aujourd'hui, bien sûr, on voit qu'il y a cet embryon de gens qui se fédèrent. Et même si on n'est pas encore en mesure de peser fortement, on arrive à faire bouger quelques lignes et on arrive à faire évoluer des situations individuelles de gens à qui il arrive des problèmes, des soucis, des gens qui se font mettre la pression par les boîtes d'intérim ou par les boîtes de cordes. Et on arrive à résoudre certains de ces problèmes et on arrive aussi à se faire entendre
notamment médiatiquement, notamment par le fait d'éditer un bouquin, voilà, par exemple, on arrive à faire entendre que le métier de cordiste, c'est pas ce qu'on nous a vendu jusqu'alors. Parce que jusqu'alors, dans les médias, quand on parlait des cordistes, c'était les mecs, les ouvriers de l'impossible, les mecs qui allaient tutoyer les étoiles, etc., qui décrochaient les nuages, alors que c'est pas le cas du tout, quoi. Bien sûr, ce métier a ses bons côtés, mais il a ses côtés obscurs qu'il faut montrer et que c'est pas, il y a deux faces au miroir, et là on commence à montrer la face qu'on voit pas d'habitude, quoi. Ouais, tout à fait. Et justement, ma question, c'est à qui est-ce que vous arrivez à avoir des interlocuteurs? Parce que quelque chose qui apparaît très fortement, notamment dans le cas des morts de 2012, c'est qu'il y a une cascade de sous-traitants, en fait, entre le donneur d'ordre, l'entreprise qui détient les silos, et finalement l'entreprise qui emploie les cordistes, les ouvriers qui vont bosser dedans. Il y a, là, je crois qu'il y avait 4 étages d'entreprise pour 2012. Donc, comment ça se fait qu'il y a une cascade comme ça de sous-traitants? Et est-ce que vous arrivez du coup à parler à qui vous parlez, quoi, quand il y a un souci? Principalement, nous on parle, on remonte la filière. Il y a l'ouvrier qui est là, s'il est en intérim, son employeur légalement, c'est la boîte d'intérim. Donc nous on est en contact avec ces boîtes d'intérim et dont quelques-unes sont spécialisées dans le domaine. Il faut savoir aussi par ailleurs qu'il y a des boîtes d'intérim généralistes qui ne connaissent pas du tout le métier, qui ne connaissent pas les problématiques du métier, et qui qui recrutent des cordistes sans savoir ce que c'est, sans savoir qu'un cordiste travaille systématiquement en binôme, sans savoir qu'un cordiste il a besoin de ses EPI en bon état, etc. EPI, ça veut dire quoi? Équipement de protection individuelle. Okay. Donc c'est le baudrier, c'est les cordes, c'est le descendeur, c'est l'anti-chute, voilà, c'est tout le matériel. Qui sont fournis par l'entreprise normalement? Qui devraient être fournis par l'entreprise. Le Code du travail dit clairement que ce n'est pas du tout aux salariés de soutenir, enfin de subir de financer son équipement pour son travail, ça c'est certain. Et comme avec les uniformes, c'est l'entreprise qui paye l'uniforme normalement. Et aujourd'hui, on s'aperçoit à 90-15% que c'est le cordiste qui a acheté son matériel, tout simplement parce que soit il bosse en intérim, la boîte d'intérim lui fournit pas le kit EPI, et c'est même un prérequis pour aller bosser en intérim. Quelquefois, on lui dit si tu n'as pas ton kit, on ne peut pas te faire bosser parce que nous, on n'en a pas. Donc, il faut que tu aies ton matériel qui coûte quand même entre 1 000 et 1 200 euros d'équipement. C'est quand même pas anodin. Et puis, il faut savoir que les entreprises de travaux sur corde qui fournissent ces EPI ne sont pas des EPI qui sont toujours en très bon état. Et même, moi, j'ai vu le cas des EPI qui étaient mais même carrément dangereux. Des mousquetons qui ne fermaient pas, des longes qui étaient entamées. Et donc, clairement... Les gens préfèrent avoir leur propre matériel. Là, parce qu'on va se suspendre. C'est quand on est suspendu à 20, 50, même pas 20 mètres, mais il y a danger de mort. Mais d'autant plus quand on est suspendu à 20 mètres, 50 mètres, 100 mètres. Il faut quand même qu'on ait confiance dans le matériel dans lequel on est assis, quoi. Okay. Donc, par défaut, les gens achètent leur matériel. Mais, encore une fois, en contradiction totale avec le Code du travail. Donc là, je vous ai fait dévier, mais du coup, vous allez voir les boîtes d'intérim et les boîtes d'intérim répondent ou disent moi, je ne sais pas, c'est le donneur d'ordre qui dit qu'il faut faire comme ça, ou comment ça marche? Ça dépend les cas, non. Il y a des boîtes d'intérim qui avaient exercé des abus, pour rester très, très large, des abus sur des travailleurs, et nous on intervient en disant non, ça se passe pas comme ça, il y a un code du travail, une législation, les déplacements ils doivent être payés, le salaire doit être payé. Quand on dit au gars tu vas être payé 13 balles de l'heure à la fin de la mission, le gars il paye 13 balles de l'heure, c'est pas 11, c'est pas 12, ça c'est des choses qui arrivent. Mais sachant que ces boîtes là c'est quand même, ils ont du poids, c'est un employeur. En face d'eux, ils ont ce rapport de force, ils ont un subalterne qui est souvent tout seul, qui ne connaît pas forcément la législation, qui ne connaît pas forcément ses droits, qui a besoin de bosser. Bien sûr. Et donc, il n'est pas en position de force. Voilà, il n'est pas du tout en position. Et nous, on vient rétablir ce rapport de force vis-à-vis de ces employeurs qui sont les boîtes d'intérim pour renverser la vapeur, pour dire non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et jusqu'alors, et tous les cas qu'on a eu à traiter, ça s'est soldé de manière positive pour le travailleur. La boîte d'intérim reconnaissant qu'au final, avec bien du mal des fois, mais qu'effectivement, il y avait eu entre guillemets malversation auprès de cet employé, et la situation a été rétablie. Okay. Voilà, par exemple. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce rapide tour d'horizon, mais quand même très intéressant. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, j'invite les gens qui nous regardent à lire ce livre, Chroniques sur corde, ou les autres ouvrages, petits bouquins d'Éric Louis, qui sont à commander sur le site des Cordistes en colère. Voilà, exactement, directement sur le site. Et c'est très intéressant, très instructif sur le quotidien de ce que c'est un ouvrier en France aujourd'hui, avec son lot
difficultés, de précarité et aussi évidemment d'intérêt et de choses chouettes qui se passent. Donc je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci. Et je vous dis à bientôt pour un autre épisode d'Espace de travail. Au revoir.